Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette conversation virtuelle, une introduction aux engagements FP 2030. Je m'appelle Cathy Warner et je suis responsable pour les pays francophones au secrétariat de FP 2030. Nous sommes ravis et reconnaissants de l'intérêt que vous témoignez à l'égard des nouveaux engagements ou de votre volonté d'en discuter. Next slide. J'aimerais inviter Beth Schlachter, directrice exécutive de FP 2030, à prendre la parole pour le mot de bienvenue à ce webinaire. Beth, vous avez la parole. Merci, Katie. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette introduction. Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur les engagements envers le partenariat FP 2030. Si vous êtes déjà membre du partenariat, et beaucoup d'entre vous le sont depuis 2012, vous savez que les engagements sont au cœur même de ce que nous faisons. Ils représentent l'articulation de notre volonté collective d'élargir l'accès à la contraception. Il s'agit réellement de l'esprit qui anime notre partenariat, émanant de vous toutes et tous qui travaillez dans les pays, des organisations de base et groupes de femmes et féministes, des gouvernements qui dirigent ces processus au nom de la population de leur pays, en passant par les experts techniques mondiaux, les donateurs et les nombreux autres partenaires qui se réunissent en vue de soutenir ces objectifs ambitieux. Nous vous remercions de votre partenariat et vous souhaitons la bienvenue dans le processus FP 2030 qui mise sur le renouvellement des éléments ayant très bien fonctionné pour FP 2020, notamment ce type de partenariat, mais porte également l'ambition d'étendre nos efforts pour le rendre plus encore efficace en rapprochant le partenariat des pays où vous travaillez. Je suis ravie que vous ayez toutes et tous décidé de vous joindre à nous aujourd'hui. J'aimerais remercier mes collègues du secrétariat pour tout le travail effectué en partenariat avec vous afin de préparer cette boîte à outils pour les engagements. Je crois qu'il s'agit de la première boîte à outils de ce type dans notre secteur. Et j'espère qu'elle deviendra une pratique exemplaire. J'espère que vous nous aiderez à continuer à l'affinir à mesure que nous commencerons toutes et tous à utiliser l'ensemble au fil des mois à venir. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à mes collègues du secrétariat. Et maintenant, je vais rendre la parole, Katie, pour entrer dans le vif du sujet. Merci tout le monde. Merci, Beth. Next slide. Lors de la discussion aujourd'hui, au cours des prochaines minutes, nous verrons ensemble un aperçu de la boîte à outils pour les engagements de FP 2030 et une introduction aux engagements des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Nous inviterons des pays et des acteurs non gouvernementaux à une discussion en panel qui sera suivie d'une séance de questions-réponses vers la fin de la séance. Next slide. Notre discussion aujourd'hui portera en grande partie sur la boîte à outils des engagements de FP 2030. Que constitue cette boîte à outils? Il s'agit d'une compilation d'orientation à l'intention de nos preneurs d'engagement gouvernementaux et non gouvernementaux. Que couvre-t-elle exactement? Elle présente les avantages de prendre un engagement vers le partenariat FP 2030. Elle fournit les meilleures pratiques pour renforcer la responsabilité et le contenu, comme vous le verrez à mesure que nous avancerons aujourd'hui. Elle décrit les étapes recommandées pour prendre et lancer un engagement. Veuillez noter que ces étapes ne sont que des recommandations et non des prescriptions. Elle fournit également des recommandations pour encourager et renforcer la redevabilité. Et comme Beth a souligné, FP 2020 et aujourd'hui FP 2030 recueille des engagements depuis longtemps et a toujours mis un point d'honneur à porter des orientations
principalement lors de la consultation individuelle ou d'autres interactions plus. C'est la première fois que nous réunissons tous ces conseils en un seul et même lieu. Cet effort se justifie en partie par la nature de nouveaux partenariats. Nous anticipons que beaucoup plus de gouvernements et d'acteurs non étatiques prendront potentiellement des engagements et nous voulions mettre cette compilation de ressources à la disposition de toutes et tous. Next slide. Certains d'entre vous connaissent déjà relativement bien le processus de prise d'engagement vers FP 2020 et les orientations connexes. Aussi, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer en quoi la boîte à outils pour les engagements OFP 2030 et le conseil qu'elle contient se distingue de ceux fournis par le passé. Premièrement, le contenu de la boîte à outils reflète le mandat du nouveau partenariat qui est dirigé et géré par les pays. Dans l'optique de cette démarche, il est demandé que les engagements soient lancés dans les pays avant d'être célébrés au niveau mondial et régional. La boîte à outils met fortement l'accent sur l'inclusion, la transparence et la redevabilité et bien évidemment, il est attendu des pays qui continuent d'ancrer leurs engagements sur des données et des principes fondés sur les droits. Les conseils cherchent à renforcer la redevabilité dans le cadre du processus des engagements pour tous les gouvernements, y compris les bailleurs de fonds et les autres partenaires. Bien sûr, nous continuons d'encourager l'alignement sur les cadres nationaux et mondiaux. Next slide. Où se trouve cet outil? Vous pouvez le trouver en ligne et en français à l'adresse ici. Je vous encourage à consulter ce site web et nous parlerons de ce contenu aujourd'hui ainsi que des différents aspects des orientations apportées. Next slide. Dans les prochaines minutes, j'aimerais vous donner un bref aperçu des engagements gouvernementaux des pays et passer en revue quelques-uns de conseils que vous pouvez trouver dans la boîte à outils pour les engagements en ligne, ainsi que quelques-unes des étapes suggérées. Nous nous concentrerons sur les premières phases de la prise de l'engagement. Next slide. Nous pourrions commencer par une question que certains d'entre vous se posent sans doute. Pourquoi votre pays devrait-il envisager de s'engager au FP2030? En prenant un nouvel engagement ou en renouvelant votre engagement envers FP2030, votre pays participera à accélérer les progrès mondiaux vers la couverture sanitaire universelle et les objectifs de développement durable, transformant ainsi collectivement la vie des femmes, des filles et des communautés pour les générations à venir. De plus, les pays contribueront et bénéficieront de la communauté des pratiques la plus grande et la plus active au monde en matière de la planification familiale fondée sur les droits. Un engagement national offre à votre pays un accès à une plateforme internationale où il pourra faire preuve de leadership, accroître la visibilité des efforts menés au niveau national ou encore apprendre et échanger avec d'autres pays et organisations partenaires. Next slide. Les principes clés d'engagement gouvernemental sont décrits dans cette diapositive. Premièrement, le mouvement international pour la planification familiale est animé par la vision essentielle selon laquelle chaque personne devrait être en mesure de décider librement et pour elle-même si elle souhaite avoir des enfants et combien d'écoles elle souhaite en avoir. L'ancrage des engagements vers le partenariat FP2030 dans des principes fondés sur les droits vise à garantir la possibilité de concrétiser cette vision pour toute personne. Les engagements FP2030 devraient également s'aligner sur les autres partenariats et cadres régionaux et internationaux de pays ainsi que sur les plans nationaux. De plus, le processus d'élaboration et de validation de l'engagement devrait être inclusif, équitable et transparent. Comme j'ai l'ai évoqué plus tôt, l'engagement de partenaires multisectoriels de la société civile, et notamment des jeunes et des groupes marginalisés, est essentiel en appui de la co-création, de l'exécution et des mécanismes de redevabilité de l'engagement.
Next slide. Que doit inclure un engagement envers FP2030? Un formulaire d'engagement peut être téléchargé directement depuis le site web à partir de la page de conseil sur les engagements gouvernementaux. Vous verrez qu'il se compose de 3 sections principales. Il commence par un énoncé de vision décrivant les changements que votre pays espère apporter dans la vie de votre population à travers cet engagement d'ici à 2030, avec les femmes et les jeunes filles au centre. Dans une deuxième partie, les objectifs de l'engagement exposent les différents éléments pouvant contribuer à réaliser la vision, le calendrier, ainsi que les stratégies prévues. Ces objectifs peuvent, si possible, être alignés avec les 5 domaines d'intérêt du partenariat FP2030. La troisième section principale est dédiée à l'approche de redevabilité que j'ai déjà mentionné rapidement un peu plus tôt. Vous y décrirez comment le gouvernement et ses partenaires se travailleront ensemble pour garantir des progrès soutenus et transparents en direction des objectifs de l'engagement. Next slide. En ce qui concerne la responsabilisation, nous avons inclus des conseils sur la redevabilité dans la partie de la boîte à outils dédiée aux engagements gouvernementaux. Les conseils relatifs à la redevabilité incluent une suggestion de cadre de responsabilisation mutuelle, des principes directeurs en matière de redevabilité que nous encourageons les acteurs à prendre en considération, des exemples de mécanismes de redevabilité prometteurs que nous recommandons au niveau mondial et international et des ressources supplémentaires. Veuillez noter que, reconnaissant que chaque pays évalue dans un contexte différent, nous ne recommandons pas un mécanisme de redevabilité en particulier. Les exemples fournis et recommandations formulées dans les conseils sont examinés par les pays au regard de leur propre contexte et de leurs propres besoins. Nous ne demandons pas aux pays d'élaborer de nouveaux mécanismes de redevabilité ayant déjà en place. Nous souhaiterons simplement inviter ces pays à examiner si leurs mécanismes pourraient être alignés sur d'autres structures de redevabilité, telles que la CIPD plus 25 ou le mécanisme de financement mondial. Nous aimerions également les encourager à renforcer ou étendre l'approche de redevabilité au niveau international si cela est pertinent. Next slide. Dans la boîte à outils pour les engagements, vous trouverez également des documents d'information spécifiques au contexte, des recommandations sur les thèmes clés qui peuvent éclairer la prise de l'engagement. Ces thèmes clés incluent le financement intérieur de la planification familiale, la préparation, la réponse et la résilience face aux situations d'urgence, la planification familiale postpartum et après l'avortement et l'intégration de la planification familiale et de la vaccination, le renforcement de la chaîne logistique et les jeunes et les adolescents. D'autres orientations seront rédigées et ajoutées au fil des besoins. Nous vous invitons à formuler vos suggestions sur toute orientation thématique pouvant être utile et apprécions votre contribution. Nous prévoyons également d'organiser des sessions et appels spécifiques sur des thèmes précis. Nous vous donnerons plus de précisions à ce propos prochainement. Next slide. Les 9 étapes recommandées que les pays sont invités à prendre en considération dans le cadre de leur processus de prise de l'engagement sont décrites dans cette diapositive. Ces étapes recommandées se fondent sur les retours de différents partenaires et sur les enseignements tirés des engagements privés envers le partenariat FP2020. Ces étapes ne sont présentées qu'à titre indicatif. Nous vous invitons chaque pays à les updater en fonction de son plan général, des circonstances, du contexte et des besoins nationaux.
Lors de la phase de planification, nous encourageons les pays à envisager de suivre les 3 premières étapes, telles que décrites dans la partie gauche de cette diapositive. Il s'agit de commencer par créer un plan d'engagement des parties prenantes et des partenaires, puis d'obtenir l'attention des principaux décideurs et d'élaborer une feuille de route complète pour le processus d'engagement. Lors de la phase d'élaboration, 5 étapes peuvent être envisagées. Étudier le progrès enregistré jusqu'à présent en matière de la planification familiale, fixer des objectifs nationaux, définir une approche de responsabilisation, partager l'ébauche de l'engagement avec le secrétariat FP23 pour validation et avis et soumettre un engagement finalisé. L'engagement sera ensuite lancé au niveau national et pourra être amplifié au niveau régional et mondial, comme indiqué à l'étape 9. Aujourd'hui, je vais vous présenter de façon plus détaillée les 5 premières étapes, puisque de nombreux pays sont actuellement à ces premières phases. Pour obtenir plus d'indications sur les étapes ultérieures, veuillez consulter le site web de la boîte à outils. Next slide. La première étape du processus de prise d'engagement consiste à identifier les principales parties prenantes et à élaborer un plan d'implication de ces dernières. Il peut s'agir dans un premier temps d'établir un comité de pilotage de l'engagement inclusif ou de faire appel à un organisme inclusif existant tel qu'un groupe de travail pour la planification familiale ou un groupe de travail national pour l'engagement avec un mandat clair. Il sera essentiel de compter sur la contribution et la voix de la société civile et des jeunes dans ce comité. Cela favorisera un son aigu de partenariat, de la transparence et de l'inclusivité tout au long du processus de l'engagement. Cela contribuera légalement à définir des attentes claires en termes de leadership, d'appropriation partagée et de redevabilité mutuelle. Next slide. La deuxième étape vise à obtenir l'attention des décideurs gouvernementaux. Ça serait de l'attention des décideurs au sein du gouvernement et notamment des ministères autres que celui de santé, revêt une importance stratégique pour élaborer un engagement solide. L'implication des premières phases d'acteurs de l'État à de multiples niveaux et au sein de différents ministères va garantir une participation active tout au long des processus de rédaction, de lancement et de mise en œuvre de l'engagement. De nombreux pays ont déjà instauré de solides relations intergouvernementales et en appui aux priorités de santé. Next slide. La troisième étape consiste à évangéliser l'élaboration d'une feuille de route complète pour le processus d'engagement. Définir une feuille de route vous permettra d'hiérarchiser les activités en fonction des priorités avec les parties intéressées afin de guider le processus d'engagement transparent et complet du pays. Cette feuille de route définira les priorités du pays pour le processus d'engagement, ainsi que les rôles et les responsabilités de chacun. Elle servira également d'outil de communication de haut niveau pour partager le processus et d'engagement avec les parties intéressées. Si il est recommandé que votre feuille de route soit complète, envisagez des séquences, un calendrier et un niveau d'effort réaliste pour les activités prévues, compte tenu des ressources disponibles et du niveau d'engagement des différents parties prenantes. L'identification et l'analyse des cadres existants, par exemple de toute stratégie ou plan national au niveau du dossier d'investissement du mécanisme de financement mondial sera essentielle. Vous trouverez dans la boîte à outils en ligne un canevas de feuilles de route pour le processus d'engagement basé sur l'Excel, prêt à utiliser. Veuillez consulter le document sur l'étape 3 disponible sur le site web de la boîte à outils pour les engagements. Next slide. La quatrième étape consiste à passer en revue les progrès réalisés dans le cadre de l'engagement précédent.
Comme vous le savez, il est important d'évaluer les progrès accomplis à ce jour afin d'identifier les principales réussites et les domaines pouvant faire l'objet d'une accélération. Des données et une analyse sont disponibles pour référence sur les pages des pays du site web TREC20. L'élaboration d'un engagement fondé sur les données contribuera également à favoriser un sort aigu de transparence, d'appropriation et de partenariat, car cette étape inclut un processus de consultation large et inclusif. Next slide. La cinquième étape consiste à rédiger un énoncé de vision et à fixer les objectifs de l'engagement en s'appuyant sur les activités des étapes précédentes. Vous trouverez des conseils détaillés sur l'étape 5 dans le formulaire d'engagement gouvernemental disponible sur le site web de la boîte à outils pour les engagements. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. N'oubliez pas à partager vos questions ou commentaires dans la boîte de questions-réponses. Bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu plus précisément des engagements des acteurs non gouvernementaux. Mais avant tout, je vais brièvement commencer avec la question des engagements des gouvernements donateurs. Il s'agit d'un processus un peu différent des autres, bien que les principes directeurs du réengagement AFP 2030 s'appliquent ici également, en particulier en matière de redevabilité. Alors, tout d'abord, AFP 2030 travaille actuellement avec la fondation de la famille Kaiser pour élaborer un guide à l'attention des gouvernements donateurs. Et parmi certains des éléments clés que l'on retrouvera dans ce guide pour les gouvernements donateurs, se trouve le fait que nous attendons d'eux des engagements SMART sur lesquels ils pourront agir de manière tangible. Conformément à nos conseils au gouvernement des pays non donateurs, nous demandons aux gouvernements donateurs un processus inclusif et transparent pour le développement, la mise en œuvre et la redevabilité ou la responsabilisation. Nous espérons également que les engagements des gouvernements donateurs seront alignés sur les cadres nationaux, régionaux et globaux mondiaux existants. Le dernier point à retenir ici, c'est l'élément où l'on trouve probablement le plus de similitudes avec le processus des gouvernements non donateurs. Comme tous les pays, il y aura une attente d'auto-évaluation pour les gouvernements donateurs. Cela participera au processus de responsabilisation mondiale, mutuelle, que l'on attend, AFP 2030, ainsi qu'au partage d'expériences au sein de notre communauté de pratique globale. Je vais vous demander, next slide, please. Je vais maintenant parler un petit peu plus des recommandations concernant les aspects qui, selon nous, devraient être SMART dans le cadre des engagements des gouvernements donateurs. Tous ces conseils sont basés sur les enseignements tirés du partenariat FP 2020, notamment en ce qui concerne le suivi des engagements et la responsabilisation. Nous recommandons que les éléments présentés sur cette diapo soient pris en compte lorsque les gouvernements donateurs réfléchissent à l'élaboration de leurs engagements. Le premier est que nous désirons établir une base de référence représentant l'investissement financier actuel du gouvernement donateur pour la santé sexuelle et de la reproduction, y compris de l'APF. Concernant ces aides financières, nous demandons au gouvernement donateur de préciser le montant et la période pendant laquelle il s'engage à financer l'APF. Il conviendra également de préciser clairement si l'engagement financier représente un financement durable au niveau préexistant ou s'il représente un financement nouveau et supplémentaire vers l'APF. De plus, nous demandons s'il s'agit d'un nouveau financement ou d'un financement supplémentaire, que le preneur d'engagement indique si ce montant est un investissement supplémentaire annuel ou si c'est un investissement sur une période donnée. Et si oui, quelle période? Donc voilà, ce sera des engagements un peu plus spécifiques. Enfin, nous demandons au gouvernement donateur de préciser leurs zones géographiques prioritaires couvertes par les engagements, mais également les domaines programmatiques ou les populations prioritaires auxquelles leurs engagements s'adressent principalement. Encore une fois, un guide détaillé à l'attention des gouvernements donateurs sera mis à disposition par AFP 2030 et la Fondation de famille Kaiser très bientôt. Next slide, please. Merci. Je vais maintenant passer un peu de temps à parler de nos partenaires et des parties prenantes non gouvernementales.
En ce qui concerne nos parties prenantes non gouvernementales, nous espérons les impliquer de 4 manières reflétées. Can I have the next slide, please? Sorry. Next slide. Thank you. Donc voilà, la première façon dont on va travailler avec les parties prenantes non gouvernementales, c'est en tant que preneur d'engagement à part entière. Dans le processus de prise d'engagement, nous désirons renforcer la responsabilisation. Nous allons encourager les gouvernements à travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes non gouvernementales, les organisations de la société civile en particulier, et également les représentants de groupes traditionnellement sous-représentés. Certaines parties prenantes non gouvernementales pourront décider de faire un engagement à FP 2030 qui va d'une certaine façon calquer celui du gouvernement, de leur gouvernement, et détailler comment l'institution en question contribuera à l'effort du gouvernement. Ici, on peut mettre en valeur vraiment l'alignement des 2 engagements, celui du gouvernement d'une part et celui de l'organisation non gouvernementale d'autre part. C'est un premier cas. Un deuxième cas, c'est si d'autres partenaires, d'autres non gouvernementaux préfèrent par exemple s'en tenir à l'accompagnement pur et simple et au soutien de leur gouvernement dans le développement de son engagement. Et donc, dans ce cas-là, de ne pas développer un engagement propre à leur organisation non gouvernementale. Cela est parfaitement acceptable également, en fonction des réalités des contextes et des pays. Et enfin, un troisième cas possible d'engagement pour les parties prenantes non gouvernementales, certaines organisations, lorsque cela sera pertinent dans le contexte du pays, pourront également choisir de faire un engagement qui va au-delà de celui proposé par leur propre gouvernement. Si cela est pertinent, nous accepterons également ces engagements, bien évidemment. Alors que les parties prenantes non gouvernementales réfléchissent à leur propre processus de prise d'engagement, nous voulons vraiment les encourager, le cas échéant, à s'aligner sur les processus nationaux, même si cela n'est pas, en fin de compte, une obligation absolue. Mais c'est une meilleure pratique que l'on a analysée, que l'on a identifiée dans le partenariat précédent. Je désire parler du rôle des parties prenantes non gouvernementales en matière de redevabilité et de responsabilisation. Depuis longtemps, on entend que des acteurs désirent être davantage impliqués pour appuyer leur gouvernement dans la rédaction, la mise en œuvre et le suivi des engagements. Nous espérons effectivement voir observer cela davantage dans les 10 années à venir, et ce, dès la création des engagements cette année. Un troisième élément qui apparaît ici sur un des rectangles verts, afin de s'engager avec succès dans les mécanismes nationaux de redevabilité, FP 2030 a travaillé très dur avec d'autres partenaires pour obtenir un fonds de soutien financier et technique afin que la société civile et les organisations dirigées par les jeunes participent au mécanisme national de redevabilité dans le cadre des engagements. Nous avons reçu à ce jour environ 25 propositions de subventions et 15 d'entre elles ont été directement soutenues par FP 2030. Le reste par d'autres partenaires de l'écosystème que vous connaissez bien, comme Japago, PAI, PRB, etc. Alors, nous allons essayer de tirer parti des ressources limitées et de l'assistance technique du partenariat FP 2030 pour continuer à soutenir l'engagement de la société civile et les organisations de jeunes dans le cadre de ces réengagements et au-delà. Nos points focaux jeunes reçoivent déjà une allocation, à titre de rappel, afin de pouvoir continuer à travailler dans ce cadre. Le dernier élément que vous voyez ici est qu'au fur et à mesure que les engagements seront finalisés, nous espérons engager nos parties prenantes non gouvernementales en tant qu'experts techniques capables d'émettre des avis sur des aspects clés liés aux engagements de leur gouvernement et parfois même d'autres engagements qui ne sont pas propres spécifiquement à leur gouvernement. Je crois que nous avons mentionné plus tôt que les orientations d'engagement envers FP 2030, c'est Katie qui a couvert ça un peu plus tôt, contiennent également dans la boîte à outils un certain nombre de domaines thématiques et que, suivant les engagements, nous espérons que certains d'entre vous, ici présents, des experts thématiques issus d'organisations et de parties prenantes non gouvernementales, pourront appuyer notre processus de revue et de feedback aux engagements quand vous êtes spécialiste. Next slide, please. Thank you. Nous recommandons 9 étapes clés, ici aussi pour l'engagement des parties prenantes non gouvernementales. Je ne vais pas les revoir en détail une par une,
mais je tiens à attirer votre attention sur la 6e étape en particulier. Nous avons en effet élaboré une checklist, une sorte de liste de vérification qui est très pratique et que nos partenaires non gouvernementaux peuvent consulter lorsqu'ils développent leur engagement. C'est un bon guide à votre disposition à mesure que vous avancez dans votre processus d'engagement pour simplement vérifier s'il y a des aspects de votre processus qui sont bien alignés avec le cadre de vision du partenariat FP 2030 et si vos engagements sont SMART, etc., etc. En outre, il y a d'autres étapes que vous pouvez voir ici sur la diapo auxquelles vous pouvez vous attendre, comme l'examen organisationnel des objectifs, l'engagement potentiel de FP 2030 pour un partage de feedback, ainsi que la consultation des parties prenantes appropriées, etc., etc. Alors, concernant les étapes 1 et 2, je tiens à souligner que vous voyez là, je tiens à souligner que nous savons très bien que nombre d'entre vous, organisations non gouvernementales, ont déjà des systèmes internes bien établis pour développer ce type d'engagement. Les étapes que vous voyez ici sont de simples recommandations basées sur les bonnes pratiques. Il convient bien évidemment de les adapter aux exigences et aux réalités organisationnelles de chaque institution. Next slide, please. Très bien. Alors, quelle est l'approche de responsabilisation, de redevabilité pour nos preneurs d'engagement non gouvernementaux? En réalité, il y a 2 piliers principaux à cette approche de redevabilité. Le premier, c'est celui du suivi annuel des engagements. Et je pense que tout le monde ici est familier avec ce principe. Les partenaires non gouvernementaux s'engagent eux aussi, tous, à participer à un processus annuel d'auto-évaluation. C'est un petit processus de rapportage par rapport au progrès que vous avez effectué dans la réalisation de vos engagements, tout comme les pays. Concernant cet aspect spécifique, nous avons pris en compte le feedback de nombre de preneurs d'engagement existants de FP 2020 concernant la nécessité d'un processus d'auto-évaluation qui soit plus simplifié que celui qui existe aujourd'hui. Dans le cadre de FP 2030, ce nouveau processus d'auto-évaluation annuel sera désormais beaucoup plus adapté à vos attentes de simplification qui sont sorties de nos consultations toute l'année dernière. L'autre pilier de la responsabilisation pour les acteurs non gouvernementaux concerne les opportunités d'apprentissage et de partage. C'est également quelque chose qui a été partagé fréquemment par nos partenaires dans le cadre de FP 2020. Nous désirons avoir davantage d'opportunités pour participer à des événements médiatiques notamment, afin d'accroître la visibilité de nos engagements et des leçons apprises au travers de ces engagements. Nous continuons à travailler, à réfléchir à des stratégies pour pouvoir atteindre cet objectif de plus grande visibilité et de plus d'opportunités d'apprentissage. Nous sommes également très ouverts à toutes vos suggestions dans ce cadre. Next slide, please. Thank you, merci. Alors, j'ai mentionné que nous avions révisé le processus d'auto-évaluation afin de le simplifier. Nous recommandons toujours d'inclure certains indicateurs clés dans ces rapports annuels avec des aspects qualitatifs et quantitatifs. Tout d'abord, nous espérons voir un examen quantitatif des engagements existants dans cette auto-évaluation annuelle, ainsi que les progrès réalisés. Cela peut être, par exemple, le montant des fonds décaissés par votre institution sur la période vers l'APF. Ça peut être aussi le nombre de zones géographiques couvertes, le nombre de clientes auxquelles vous avez permis d'accéder à des services de PF de qualité, etc. Donc ça, c'est l'approche quantitative. Deuxièmement, et c'est là peut-être que le nouveau processus d'auto-évaluation annuelle pour les organismes non gouvernementaux sera un petit peu différent du précédent. Nous espérons que le nombre de clients, nous espérons que vous serez en mesure de faire apparaître dans vos rapports certains éléments d'ordre plus qualitatif. Par exemple, partager vos réflexions sur certaines opportunités de collaboration, de coordination ou d'innovation qui ont été facilitées par votre partenariat dans le cadre de FP 2030. Nous aimerions vraiment en savoir plus à ce sujet. Au travers de ce processus d'auto-évaluation simplifié annuel, nous espérons également continuer à apprendre comment FP 2030 peut continuer à aider
les preneurs d'engagements non gouvernementaux à réaliser leurs engagements. Le dernier élément, je dirais, c'est que partout où il y a des exemples d'impact au-delà du secteur de l'APF, à la suite de l'engagement de votre organisation, AFP 2030, nous aimerions également que vous partagiez cela dans les aspects peut-être qualitatifs de vos auto-évaluations. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Guillaume. Et je vois que nous avons notre collègue Marie Ba de l'UCPO avec nous. Marie, êtes-vous disponible et prêt pour vos remarques et votre présentation? Oui, Katie. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour le retard. Nous sommes présentement au Burkina Faso et étions dans une réunion avec UNFPA qui est d'ailleurs en train de suivre le webinaire d'après ce que j'ai compris. Alors, merci à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir pour l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou d'être associé à ce webinaire et d'être aussi partenaire avec AFP 2030 dans le processus d'élaboration de ces nouveaux engagements. Au niveau de l'UCPO, c'est vrai que nous étions aussi impliqués dans l'élaboration des nouveaux engagements en 2017 et en 2012. Et donc, c'est un processus qui est assez familier pour nous, mais qui a la particularité cette année, ou cette fois-ci en tout cas, d'être encore plus inclusif, ce qu'on recommande. Alors, au niveau de l'UCPO, peut-être, next slide, on va parler de l'implication de l'UCPO pour les pays du PO avec l'accompagnement de AFP 2030 pour l'élaboration de ces nouveaux engagements. Next slide. Alors, pour nous, les engagements sont bien évidemment des facteurs fondamentaux et un élément essentiel pour permettre non seulement de planifier, mais aussi de pouvoir réajuster le tir avec au niveau des pays, au niveau de la société civile, par rapport aux plans qui sont faits dans nos différents pays, et donc qu'ils puissent s'emboîter les engagements et les plans d'action nationaux budgétisés, les plans nationaux de développement sanitaire et tout autre plan stratégique au niveau pays. Et donc, on aimerait que ces engagements-là puissent s'emboîter le plus possible avec ces programmes et ces plans qui sont élaborés au niveau pays. Ils expriment aussi pour nous une volonté et un désir de la part des parties prenantes, mais plus essentiellement de la part des gouvernements, des 9 pays du PO en tout cas, et au-delà pour tous les pays AFP 2030, de pouvoir justement montrer leur volonté et leur désir de faire partie non seulement du processus, mais de s'engager à ce qu'ils puissent augmenter, par exemple, les taux de prévalence contraceptive, l'impact que les programmes sanitaires ont sur la santé des mères et des enfants et la santé reproductive des jeunes filles et des jeunes femmes et des jeunes hommes en âge de procréer. Alors, pour que ces engagements puissent être effectifs, il faut bien entendu qu'ils puissent viser un objectif commun. Ils doivent être mis en œuvre une fois qu'ils sont pris, bien entendu. Et c'est là que l'outil du Motion Tracker intervient. Et donc, à la base, à la suite justement de ces engagements-là qui ont été pris, c'est de pouvoir avoir un planning d'action concrète pour la mise en œuvre de ces engagements-là, de pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés et aussi de pouvoir répondre aux attentes initiales des parties prenantes. Donc, les intentions sont extrêmement importantes et on s'en est rendu compte au moment de faire les déconstructions des anciens engagements et avec l'analyse qui s'en est suivie, que même quand l'engagement n'est pas forcément formulé d'une certaine façon, l'intention est aussi très importante. Next slide. Ensuite, je vais un peu parler des engagements qui ont été pris au niveau des gouvernements et ce qui a été fait auparavant, qui va renseigner justement le processus que nous allons essayer de suivre pour 2021. Et donc, en 2012, les pays avaient pris des engagements communs au niveau du partenariat de Ouagadougou. Ces engagements-là ont ensuite été améliorés, rafraîchis au niveau de AFP 2020 lors de sa création en 2012 à Londres. Et ensuite, il y a eu de nouveaux engagements qui ont été repris en 2017 où
la question des jeunes, par exemple, a été centrale ou en tout cas a été insérée dans les engagements. Et donc, depuis 2015, pour les pays particulièrement du PO, l'engagement avait été pris de pouvoir permettre à la société civile de faire un suivi de ces engagements-là, un suivi de la mise en œuvre de ces engagements-là à travers un outil qui s'appelle le Motion Tracker, qui a été élaboré par la Fondation Samacha et qui, en collaboration donc, entre l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, le projet CS for Family Planning Plus et Health Policy Plus, donc HP+, de pouvoir mettre en œuvre cet outil. Donc, cela a été fait dans les 3 premiers pays du PO que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo, qui ont pu non seulement déconstruire ces engagements-là, mais faire le suivi à travers une collecte de données par rapport à certains indicateurs de ces engagements-là. Et ensuite, une analyse a été faite par rapport à l'état d'évolution et l'état de mise en œuvre de ces engagements et les leçons apprises. Donc, ces 3 pays-là sont les pays pilotes, mais depuis 2 mois, nous avons démarré la mise à l'échelle au niveau des 6 autres pays. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'au sortir de ces ateliers de déconstruction et d'analyse des anciens engagements, de pouvoir reverser ces contributions-là dans l'élaboration des nouveaux engagements. Et cela sera donc fait pour les 9 pays du PO. Et dans la mesure du possible, si d'autres pays francophones ou d'ailleurs anglophones de FP 2030 sont intéressés par ce processus-là d'analyse, parce que je pense que c'est extrêmement important de pouvoir faire une rétro-analyse de ce qui a été fait jusqu'à présent, de ce qui a marché, de ce qui a moins marché, comment ces engagements-là avaient été construits à l'époque et comment les prendre de façon plus inclusive. Au niveau de l'UCPO, nous sommes tout à fait disposés à avoir cet accompagnement-là pour les nouveaux engagements de FP 2030 pour la période de 2021-2030. Next slide. En termes d'objectifs, donc le partenariat de Ouagadougou, c'est vrai que toute l'année 2019 et une partie de l'année 2020 ont servi à rafraîchir et remettre en place une nouvelle stratégie à l'horizon 2030. Et donc, l'objectif régional, comme vous le savez, du PO, qui, dans la phase d'accélération, était d'augmenter le nombre d'utilisatrices de méthodes modernes de contraception à 2,2 millions. Nous avons doublé, là, quand on parle de doubler le nombre d'utilisatrices de méthodes modernes, on parle de la période 2011 à 2020. Et donc, où nous avons pu apporter à peu près, si on fait le total, à peu près 6,5 millions d'utilisatrices additionnelles, en sachant que sur la phase 2011-2015, il y en a eu 1,3 million. Sur la phase 2016-2020, il y en a eu 2,4 millions, plus celles qui étaient déjà, les utilisatrices qui étaient déjà là. Donc, le but, c'est de pouvoir apporter 13 millions de femmes additionnelles d'ici 2030, donc sur les 10 prochaines années. Et donc, en termes de priorité, ce que nous avons décidé de nous focaliser, et ça vient d'une concertation qui a été faite avec les parties prenantes, dont la société civile, dont les partenaires de mise en œuvre, les bailleurs de fonds et les jeunes, c'est justement de mettre le plus de focus sur les jeunes, les aider à planifier leur propre avenir. Le PO devra également appuyer les efforts des pays par rapport au changement des normes sociales, la communication pour le changement de comportement et la création de la demande qui, nous savons, est extrêmement importante. Nous nous sommes focalisés beaucoup ces 10 dernières années sur l'offre de services et on pense que pour pouvoir atteindre les objectifs par rapport aux besoins non satisfaits et par rapport à l'augmentation de la demande, il va nous falloir justement travailler sur les changements de normes sociales. Une autre priorité sera de pouvoir de nous axer sur les priorités partagées dans toute la région. On sait qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport aux 9 pays, mais il y a aussi des divergences que nous voudrions prendre en compte dans la prochaine stratégie 2021-2030 et aider également les pays qui sont un peu plus, on va dire, en décalage avec leurs objectifs à pouvoir les réaliser. Et enfin, comme je disais, pour s'emboîter un peu, c'est que le PO adaptera donc l'appui aux pays individuellement selon leur spécificité. Next slide.
Alors, comme vous le savez, je pense qu'il y a, et on vient d'en discuter par exemple avec UNFPA et les différents acteurs au niveau du Burkina, il y a plusieurs sets d'engagements qui sont en train d'être pris. Par exemple, les engagements qui ont été pris à la suite de ICPD plus 25 à Nairobi. Il y a les engagements par rapport au Forum Génération Égalité, par exemple. Il y a également les engagements par rapport à FP 2030 et tout ça devra se faire de façon coordonnée. Nous avons l'opportunité de devoir justement rafraîchir ou en tout cas rétablir ces nouveaux engagements sur l'année 2021 et de pouvoir donc le faire de façon synergique et ne pas travailler en silo. Au niveau continental et régional, évidemment, il y a les agendas 2063 de l'Union africaine, de Abuja et des différents parlements et le travail qui est fait avec les parlementaires. Et bien entendu, l'alignement au niveau pays avec non seulement les politiques, mais également les stratégies nationales. Donc, il faut savoir que dans certains pays du Sahel, donc, qui sont dans les pays du PO, comme le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, dans un certain sens, le Sénégal également, et le Mali, il y a le contexte sécuritaire qui prévaut et qui fait que certains des financements sont réalloués à d'autres priorités sécuritaires. Et il nous faudrait absolument voir dans quelle mesure accompagner les pays pour pouvoir prendre en compte ces crises, qu'elles soient naturelles, sociopolitiques ou sécuritaires. Et également la pandémie à COVID-19 dont on a eu à tirer énormément de leçons. Next slide. Alors, l'accompagnement de l'UCPO, il se fera bien entendu avec AFPI 2030. Notre objectif, comme je le disais à l'entame, ce serait que d'ici la fin de septembre 2021, chacun des 9 pays du partenariat de Ouagadougou dispose de nouveaux engagements. Et pour cela, il y a un processus avec non seulement, comme je disais, l'analyse des anciens engagements et leur état de mise en œuvre, de pouvoir reverser ces contributions et cette analyse au moment de l'élaboration des nouveaux engagements, donc à travers un atelier pays qui serait organisé avec différents partenaires, AFPI 2030, l'UCPO, TRAC 20 par exemple, qui s'occupe énormément des données que vous connaissez déjà, et l'engagement des points focaux, justement, pour pouvoir discuter de ces engagements-là, de son élaboration. Et la partie gouvernementale ou la partie pays serait représentée par un comité. Et nous allons commencer à travailler avec les pays pour justement mettre en place ces comités-là et s'assurer d'une représentativité des différentes parties prenantes dans ce comité. Donc cet atelier pays dont je parlais regrouperait un grand nombre de partenaires et ensuite l'élaboration se ferait en comité plus restreint pour ensuite être soumis au plus grand groupe pour validation et ensuite validation par le ministre de la Santé et ensuite un lancement qui se ferait avant la fin de l'année, donc avant le mois de septembre, pour ensuite les annoncer à la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, mais également à la pas la CIPD, ICFP 2022 en Thaïlande. Next slide. Alors, en conclusion, peut-être, juste pour terminer mon propos, c'est vraiment de réitérer à quel point l'élaboration de ces nouveaux engagements est une étape cruciale, comme elle l'a été en 2017 et elle l'a été en 2012. Ça donne la possibilité justement d'avoir une direction au-delà des plans nationaux, au-delà des plans régionaux qui sont élaborés. L'UCPO et AFPI 2030, bien entendu, nous sommes pleinement engagés dans la planification et la mise en œuvre de ces processus d'engagement dans les 9 pays du PO. Et donc, pour être efficace dans l'atteinte des objectifs visés à l'horizon 2030, les processus doivent être aussi inclusifs que possible. Donc, pouvoir regrouper les leaders religieux, les jeunes, la société civile autant que possible. On insiste vraiment là-dessus. La partie gouvernementale également et les partenaires de mise en œuvre qui, on le sait, sont d'un appui primordial dans la mise en œuvre, en tout cas, et le respect de ces engagements-là. Donc, dans le cadre du renforcement de la redevabilité, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup pendant que AFPI 2030 faisait sa nouvelle stratégie à l'horizon 2030, c'est la notion de redevabilité. Et c'est exactement ce que ces engagements-là, leur élaboration et ensuite leur suivi, nous permettent de faire. Alors, nous allons donc plaider pour l'adhésion et le soutien de toutes les parties prenantes à ce processus en cours dans les pays du PO et l'élaboration des nouveaux engagements et le suivi par le Motion Tracker. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au niveau de l'UCPO
au niveau de FP 2030 si vous avez quelques questions que ce soit. Et l'UCPO, nous sommes aussi disposés à accompagner les pays qui ne font pas partie du PO, mais qui font partie de FP 2030 et qui seraient intéressés à comprendre un peu mieux le processus que nous avons suivi. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Marie, pour cet aperçu important. Et ensuite, j'aimerais passer la parole à ma collègue Amelia, qui va discuter avec notre panel. Amelia, c'est à vous. Oui, merci et merci beaucoup Marie pour ces remarques très importantes. Nous sommes tellement reconnaissants et on vous souhaite le meilleur pour les réunions aujourd'hui à Ouagadougou. Alors oui, bonjour à tout le monde. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent déjà, mais pour me présenter à nouveau, je m'appelle Amelia Clark et je suis l'associée pour les pays francophones avec le secrétariat FP 2030. Alors oui, maintenant que nous avons appris des étapes et des orientations disponibles pour les engagements FP 2030, comment est-ce que nous pouvons les mettre en pratique? Alors, pour cela, j'ai maintenant le plaisir d'inviter notre impressionnant panel de partenaires à partager leurs expériences du processus d'engagement envers FP 2030. Alors, je vais inviter Madame Fatou Diop, point focal jeune pour FP 2030 et le PO au Sénégal, Dr Ben Moulay Idriss, point focal du gouvernement pour FP 2030 et le PO au Mali, Monsieur Soumela Moreau, coordinateur pays avec la coalition OSC-PF du Mali, Dr Vololona, point focal du gouvernement pour FP 2030 à Madagascar, et finalement aussi Monsieur Célestin Comporé, qui est le directeur régional du projet DMPASC pour les pays du PO avec Jupago. Alors, bienvenue à tous nos panélistes. Nous sommes très reconnaissants d'avoir vos perspectives aujourd'hui. Et je pense que je vais commencer avec le Dr Vololona. Alors, pouvez-vous en parler un peu de l'élaboration de la feuille de route de Madagascar pour son engagement et de ses principales étapes? Et particulièrement, comment est-ce que vous avez procédé et quelles ont été vos principales découvertes? Alors, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Merci Amélia de nous avoir donné la parole. Ici à Madagascar, on a validé le processus d'engagement, la feuille de route du processus d'engagement lors de la réunion du Comité national de l'APF au mois de janvier dernier, et différentes étapes ont été identifiées. Et la première étape qu'on a franchie, c'est la restitution et le plaidoyer auprès de Madame le secrétaire général du ministère de la Santé. C'était fait au mois de février dernier. L'objectif de cette restitution et de plaidoyer, c'est de l'avoir comme allié pour la suite du processus d'engagement, surtout auprès de Monsieur le ministre de la Santé publique. Et la deuxième étape qu'on a franchie aussi, c'est l'élaboration des drafts des différents documents d'engagement, des propositions d'engagement, notamment les notes conceptuelles pour la table ronde afin d'obtenir l'engagement de haut niveau pour la PF, et aussi le draft de l'engagement pour 2021-2025. Mais actuellement, on est en train de redéfinir nos objectifs pour l'horizon de 2030. Et on a élaboré aussi des documents de plaidoyer ainsi que la communication verbale pour la présentation de la tenue de la table ronde au Conseil du gouvernement. C'est ça l'étape franchie actuellement, mais on est en attente de l'audience auprès du ministre de la Santé. C'est la prochaine étape, mais qui est vraiment préoccupé par la gestion de la pandémie Covid actuellement. Donc, on est en attente de l'audience. La pandémie Covid est actuellement devenue
la priorité au sein de notre pays. On compte faire la signature de l'engagement, c'est-à-dire la tenue de la table ronde au mois de septembre lors de la célébration de la journée mondiale de la contraception. Si la situation nous le permet, je voudrais dire la situation de la COVID. Et puis après, le lancement au niveau national, peut-être vers le début de l'année prochaine ou vers l'année de 2020. Parce que pour la table ronde, on aurait dû le tenir ce mois d'avril ou mois de mai au début, mais vu la situation actuelle, on ne peut rien faire, on attend. C'est ça les étapes qu'on a franchies pour le processus d'engagement à Madagascar. Je vous remercie. Très bien, très bien. Merci beaucoup. C'était très intéressant et félicitations à toute l'équipe du Madagascar pour ce progrès. Et c'est vrai que la COVID-19, c'est vraiment encore un défi pour tout le monde. Et c'est vrai. Alors oui, je vais maintenant me tourner vers Fatou et je vais poser la question, comment se déroule l'implication des jeunes dans le processus d'engagement au Sénégal? Est-ce qu'il y a des leçons apprises jusqu'à présent que vous aimeriez partager avec les participants aujourd'hui, Fatou? Oui, merci beaucoup, Amélia. Donc oui, mon organisation, qui est l'ANG SFF, a bénéficié du soutien de PRD pour pouvoir, en tout cas, assurer l'implication des jeunes dans ce processus de réengagement pour FP 2030. Donc, nous, notre implication, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment de la diviser en deux parties. Donc, la première partie de notre implication, c'est que les jeunes puissent s'engager, les jeunes puissent, en tout cas, formuler leur propre engagement. Et dans une deuxième partie, que les jeunes puissent, en tout cas, proposer au gouvernement un certain nombre de points sur lesquels le gouvernement va s'engager en faveur des jeunes, bien sûr. En fait, nous nous sommes dit que depuis très longtemps, les jeunes, en tout cas, formulent le désir d'être impliqués un peu plus dans ces processus-là. Et donc, nous, pour vraiment marquer le coup, nous nous sommes dit qu'il faut que les jeunes puissent s'engager, cette fois-ci, s'engager à l'horizon 2030, et puis aussi puissent faire une proposition concrète d'engagement à l'État, pour que l'État puisse prendre ces engagements-là. Donc, là, nous sommes dans le processus avec le PRD. Nous sommes toujours dans le processus. Donc, le travail n'a pas encore officiellement commencé. Mais ce que nous sommes en train de faire va beaucoup nous aider une fois que le travail va commencer officiellement. Donc, pour l'instant, ce que nous avons fait, c'est comme première étape, c'est ce cadre de jeunes, je pense, ce cadre de jeunes qui a été mis en place, qui va beaucoup nous aider pour ce processus de réengagement-là. Et ce cadre des jeunes-là, ça a été en tout cas mis en place grâce à l'appui de l'UCPO. Parce que je pense qu'au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays du partenariat de Ouagadougou et un peu partout dans le monde, les jeunes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient un peu plus dans l'opérationnel. Donc, dans la mise en œuvre des programmes et tout ça. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de mettre les jeunes dans le stratégique, dans la rédaction de documents, dans la rédaction des engagements cette fois-ci. Donc, ce cadre-là, à travers ce cadre-là, ça nous a permis en tout cas de déjà intéresser les jeunes aux thématiques de planification familiale et surtout les informer sur les engagements que l'État du Sénégal avait pris au sommet de Londres. Déjà, ils ont reçu cette information-là. Ils ont beaucoup travaillé sur ces engagements-là. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que les jeunes du Sénégal sont en tout cas prêts à vraiment, ils sont engagés, ils sont prêts à formuler de nouveaux engagements, ils sont prêts à formuler des engagements que les jeunes eux-mêmes vont prendre. Voilà. Donc, pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait, je pense c'est vraiment engager les jeunes. On a déjà un groupe
un groupe de jeunes qui est là et qui va rédiger ces engagements-là. Ils sont intéressés aussi et très engagés. Et aussi, je pense que pour la rédaction de ces engagements-là, aujourd'hui, nous avons quand même pu faire avec, voilà, comme leçon apprise en tout cas, je pense que ce que je peux partager comme leçon apprise, c'est de dire aux jeunes d'être toujours à l'affût d'informations. De dire aux jeunes d'être toujours à l'affût d'informations, d'aller chercher l'information. Parce que je pense que nous, quand même, à l'ANG, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que nous sommes allés vers l'information, d'être au courant quand est-ce que les processus vont commencer, quand est-ce que les processus vont se terminer et comment vont se dérouler ces processus-là. Je pense que nous, quand même, c'est ce qui nous a beaucoup aidé. Et je peux dire qu'aujourd'hui, quand même, pour notre cas, le Sénégal, la DSME est assez ouverte pour nous donner l'information concernant les processus de réengagement. Donc, l'UCP aussi est là et est très ouvert pour nous donner toutes les informations dont on a besoin pour ce processus de réengagement-là. Et donc, je peux dire, ce que je peux donner comme conseil aux autres jeunes de FP 2030, c'est d'aller toujours à l'appui de l'information parce que si on pose les bonnes questions aux personnes qui sont là, aux bonnes personnes, nous allons pouvoir trouver l'information. Et si on détient l'information, on va pouvoir réellement s'engager en faveur d'un meilleur état de santé des populations et surtout en faveur des jeunes. Merci. Merci beaucoup Fatou. Et c'est génial d'entendre comment les choses évoluent au Sénégal. Alors oui, merci beaucoup à Fatou. Alors ensuite, ce serait intéressant d'entendre des collègues au Mali. Donc je vais commencer avec le Dr Ben. Dans quelle mesure l'approche du gouvernement malien a-t-elle été inclusive tout au long du processus d'engagement? Ok, merci beaucoup Amélia. Tout le plaisir est pour moi de m'adresser à mes chers collègues de FP 2020, PO et tous les points focaux. En fait, par rapport au Mali, vous savez qu'en mars 2020, après la réunion du partenariat de Ouagadougou, qui a été une réunion déclencheur effectivement de la redynamisation effectivement de nos comités pour aller vraiment au réengagement. Après cette réunion, nous sommes tombés dans Covid. Donc, le Covid a un peu traîné les pas jusqu'en novembre. C'est en novembre, effectivement, qu'on a réactivé notre comité technique parce qu'on n'avait pas du tout réinventé la roue. On a pris simplement pied sur le comité technique qui existait déjà par rapport à l'élaboration du PNB. C'est un comité officiellement mis en place par le gouvernement, par décision ministérielle, et c'est ce comité que nous avons utilisé pour déjà se pencher sur les termes de référence, la feuille de route. Donc, on a utilisé effectivement ce document de termes de référence et de la feuille de route pour aller au niveau du comité du groupe multisectoriel PF, qui est un groupe aussi qui existe, qui est un groupe de suivi, d'évaluation, un groupe qui réellement travaille sur tout ce qui est objectif du PNB. Donc, on a amené cette feuille de route au niveau de ce groupe et on a commencé au niveau de la réunion du groupe, on a commencé par d'abord restituer la réunion du PO de mars. Et après cette réunion, on a dit, bon, c'est engagé sur une feuille de route à ce niveau. Et nous avons des termes de référence pour aussi le réengagement du Mali. Donc, ce groupe a adopté déjà la première feuille de route et le comité technique a commencé à travailler sur l'organisation des ateliers inclusifs. Donc, dans les termes de référence, c'est bien établi que sur le plan méthodologique, il fallait vraiment faire 3 ateliers. Un premier atelier d'abord de la société civile et des partenaires en matière de planification familiale. Et un deuxième atelier de tous les secteurs gouvernementaux et toutes les parties prenantes du secteur gouvernemental qui sont impliquées dans la planification familiale, dont le ministère des Finances. Et nous avons fait un atelier aussi de mise en commun. Donc, au cours de cet atelier, effectivement, il y a eu le partage des termes de référence, il y a eu aussi le partage des documents référentiels. En termes de documents référentiels, il fallait d'abord revoir et faire la revue de tous les engagements précédents. Et en plus de ces engagements précédents, il y avait aussi les engagements CIPD plus 25.
Donc, tous ces engagements étaient mis sur la table et nous avons revu effectivement le niveau d'atteinte de ces engagements précédents. Et c'est sur cette base que nous avons aussi chaque atelier, l'atelier de la société civile qui s'est organisé, qui était la première réunion, a déjà travaillé sur effectivement la revue de tous les engagements des années précédentes et a élaboré un premier draft d'engagement. Après ça, il y a eu l'atelier gouvernemental, c'est-à-dire l'atelier de tous les ministères clés qui s'occupent effectivement de la planification familiale, comme le ministère de la Population, le ministère des Finances, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme, de la Santé, et donc les cellules de planification et de statistiques, et tous les secteurs, tous les départements qui sont vraiment impliqués dans la planification familiale. Donc, à partir de là, eux aussi, ils ont fait le même exercice de revue, effectivement, des engagements précédents et de faire cet état de lieu et de voir les engagements que nous avons pris aussi au niveau de la conférence CIPD plus 25. Et en même temps, ils ont aussi élaboré un draft. Donc, avec ces deux drafts, nous sommes partis dans un atelier de mise en commun où, effectivement, tous les secteurs et les parties prenantes étaient là au cours de cet atelier. Donc, c'est un atelier du secteur public, de la société civile et de tout le monde et de tous les partenaires. Donc, au cours de cet atelier, nous avons fait le même exercice en tenant compte des deux premiers drafts de la société civile et du gouvernement et en ce moment élaboré le draft 1, effectivement, des engagements. Donc, nous avons, après, lorsque le draft 1 a été élaboré, donc, il y a ce qu'on appelle les intercessions. Les intercessions, c'est des réunions des comités techniques. Après chaque atelier, il y a l'intercession comité technique qui se réunit pour revoir effectivement le document qui a été produit par l'atelier, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc, à la suite de cela, le draft 1 qui a été produit a été partagé à tous les partenaires, à tous les autres partenaires qui n'étaient pas au niveau de ces ateliers, comme FP 2030, comme partenariat de Ouagadougou, comme les autres partenaires comme l'USAID qui n'étaient pas au niveau effectivement des ateliers résidentiels, présidentiels. Donc, en ce moment, tous ces partenaires-là aussi ont envoyé leurs inputs. Ils ont envoyé leurs inputs au niveau du comité technique et c'est à ce niveau que nous sommes. Nous avons maintenant un draft 1, nous avons les inputs sur ce draft 1, nous avons la boîte à outils, nous avons les canevas de FP 2030 pour pouvoir vraiment prendre en charge tous ces aspects-là et élaborer dans les prochaines étapes, élaborer le draft du Mali, final du Mali. Et sur ce plan, donc, les prochaines étapes, c'est les réunions du comité technique. Les réunions du comité technique, le processus de validation, nous allons rentrer dans un processus de validation du draft 1. Et d'abord, il y a une première validation au niveau de la réunion du cabinet élargi du ministère de la Santé. Le deuxième niveau de validation, c'est au niveau du groupe multisectoriel de planification familiale. Et nous avons ce qu'on appelle le tournant définitif, c'est la validation gouvernementale. C'est-à-dire, on va faire une note de communication verbale au niveau du gouvernement et nous allons amener tous les secteurs, les ministres de tous les secteurs, de la santé, de la population, du développement social, de la femme, de la jeunesse, et des finances, à valider définitivement et diffuser en ce moment le draft du Mali, les engagements du Mali. Donc, c'est pour vous dire que nous avons déjà un premier draft aujourd'hui et nous attendons tout simplement les financements de nos partenaires qui réellement doivent nous appuyer. C'est ce qui est un peu en retard. Sinon, aujourd'hui, allez trouver qu'on a dépassé, on est seulement dans le processus de diffusion par le gouvernement. Mais ces financements prennent du retard parce qu'on a discuté avec l'UNFPI et on a discuté avec Maristop International qui avait financé le premier processus. Et nous attendons leur réaction pour finaliser. Donc, le gouvernement est très engagé pour aller très vite, très rapidement et bien. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Dr. Ben. Il me semble que le processus de Mali est vraiment un modèle très fort. Alors, merci beaucoup pour ces commentaires et ces mises à jour. Et maintenant, j'aimerais entendre un peu le point de vue de la société civile. Alors, Monsieur Moreau, est-ce que vous pouvez partager de votre point de vue en tant que représentant de la société civile, comment pensez-vous que ce processus inclusif contribuera à renforcer la redevabilité dans le cadre du nouvel engagement du Mali? Alors, c'est à vous. Merci, Emilia. Après avoir écouté Ben Su, vraiment en symbiose avec tout ce qu'il a dit, parce que j'ai été personnellement impliqué dans l'organisation de tous ces ateliers. Et je suis en parfaite symbiose avec. Dans le cadre, vous savez, nous, à la fois, les coalitions de nos pays du partenariat de Ouagadougou ont été créées suite aux engagements des pays par rapport au partenariat de Ouagadougou. Donc, le rôle même de la société civile, c'est vraiment de veiller à l'application de ces différents engagements, mais c'est aussi d'appuyer les différents pays à l'élaboration, à la mise en œuvre des différents engagements. Donc, dans ce cadre, le Mali, par rapport déjà à l'atelier de la société civile, il s'agissait pour la société civile comme Ben l'a dit, d'identifier déjà les engagements, que ce soit un FIC, que ce soit PO, que ce soit CIPD plus 25, de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, de faire déjà un point par rapport à l'exécution des engagements. Et à partir de là, voir est-ce qu'il y a des engagements qui sont d'actualité, qui doivent être re-engagés, ou est-ce qu'il y a d'autres engagements qu'on doit élaborer. Donc, c'est comme ça que nous avons évalué les anciens engagements. Nous avons aussi proposé de nouveaux engagements. Donc, vous voyez, donc, comme je l'ai dit, le rôle de la coalition, c'est de suivre la mise en œuvre des engagements. Et dans ce rôle de veille, notre rôle, c'est de faire beaucoup de plaidoyer pour que, avant d'aller vers ce plaidoyer, il faut que nous soyons là pour l'élaboration des différents engagements, mais aussi appuyer l'État à la diffusion des engagements et au suivi de ces engagements. Donc, ce que moi, j'ai pu capter comme étant une bonne pratique, c'est l'implication du ministère de l'économie, parce que c'est ce qui faisait défaut depuis 2012, depuis les premiers engagements. Oui, par rapport aux engagements financiers, oui, le Mali prend des engagements, mais le ministère des Finances ne sait même pas que le Mali a pris des engagements par rapport à la planification. Donc ça, c'est un aspect qui est très aujourd'hui, qui est vraiment priorité. Mais aussi, l'autre point qui est très positif, c'est d'avoir un engagement. Pour les grands engagements, il y a des activités qui concourent à l'atteinte des engagements. Donc, ce sont des petits engagements qu'on a pris en amont. De voir des engagements par rapport à la mobilisation des ressources domestiques. Les ressources domestiques, c'est les ressources de l'État, bien sûr, mais aussi les ressources venant du secteur privé. Et cela a beaucoup manqué. Donc, c'est un engagement qu'on a pris et dans la mise en œuvre, on verra quelles seront les stratégies que nous avons développées pour aller vers. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est très important. Mais dans le processus, ce qui a été une bonne pratique, c'est d'avoir des engagements smart. Parce que j'étais là depuis un certain temps dans la coalition de la société civile. Donc, l'activité étant de suivre la mise en œuvre des engagements, on avait des difficultés à avoir des indicateurs clairs pour pouvoir suivre les engagements. Et cette fois-ci, on s'est dit que tout ce qu'on doit faire, que ce soit les engagements ou les sous-engagements, il faut que nous passons
ces engagements-là au niveau, faire en sorte que ces engagements soient smart, qu'on puisse avoir des indicateurs qui peuvent nous dire, est-ce que avec la mise en œuvre de telle activité, ça contribue à aller vers l'atteinte de telle activité, de tel engagement. Voilà, c'est vraiment un élément qui a été capital dans l'analyse et dans l'élaboration des engagements. Merci. Maintenant, par rapport à l'inclusion, comme on l'a dit, l'atelier de la société civile, c'était tous les acteurs clés de mise en œuvre des activités de santé, de la reproduction et de planification familiale du Mali. Tous les acteurs, la société, c'est-à-dire les jeunes, à travers le réseau de jeunes ambassadeurs qui est, comme la coalition qui est mise en place à partir aussi du PO, qui se trouve dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou. Il y a même une alliance au niveau sur-régional. Donc, les jeunes ambassadeurs étaient impliqués là-dedans parce que ce que Ben a dit, dans l'élaboration des plans des PNB, c'est-à-dire au niveau du Mali, c'était la société civile, les jeunes ambassadeurs, c'était aussi l'organisation d'appui qui était accessible et l'État. L'État à travers la Direction nationale de la santé. Donc, vous voyez, c'est qu'au Mali, la société civile est réellement impliquée dans le suivi, non seulement dans l'appui à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des engagements du Mali. Donc, en termes de perspective par rapport au cadre de redevabilité, moi, je pense que nous ici, ce qu'on pense, c'est qu'on doit avoir un cadre de redevabilité très, très large où les outils que nous avons, comme le motion tracker que nous allons mettre en œuvre très, dans les jours à venir, et le LADUMET, qui est un outil de suivi des engagements des jeunes. Et d'autres stratégies qui se trouvent ici, telles que les ateliers d'évaluation de la mise en œuvre, par exemple, des engagements, soit un cadre intégré qui permet chacun de contribuer au suivi des engagements du monde. Voilà, c'est comme ça que nous voyons un peu le cadre de redevabilité. Mais avant tout ça, si nous avons des engagements, il va falloir que la société civile s'attelle à faire connaître ces engagements par tous les membres de la société civile d'abord et partout au Mali. Je pense que voilà, ce sont ces quelques éléments qui sont réellement qui constituent le rôle fondamental de la coalition de VFPF. Merci beaucoup, Monsieur Moreau. Vous avez vraiment abordé beaucoup de points qui sont inclus aussi dans la boîte à outils. Alors, merci pour ces exemples réels pour tous les participants. Alors, merci beaucoup. Alors, oui, maintenant, nous allons aborder un peu la question des engagements non gouvernementaux. Donc, Célestin, quel est selon vous le principal avantage pour votre organisation de prendre un engagement non gouvernemental dans le cadre du partenariat FP 2030? Et vous êtes sur mute. Ouais, mais sorry. Merci beaucoup de me donner la parole, de parler au nom de JIPAEGO par rapport à tant qu'organisation non gouvernementale et un pris un engagement. Donc, je remercie tous les panélistes, l'ensemble des participants. Je voudrais dire que pour JIPAEGO, cela était très important depuis 2012 au dernier sommet de Londres. JIPAEGO a pris l'engagement donc d'investir même ses propres fonds dans le cadre de la planification familiale, notamment sur la planification familiale du postpartum au niveau mondial, et spécifiquement dans un pays comme le Burkina Faso, où JIPAEGO a mis ses propres ressources pour pouvoir vraiment investir sur la planification familiale du postpartum. Et aujourd'hui, par exemple, cette question de planification familiale du postpartum a été bien valorisée. C'est même pris en compte dans le plan national PF du Burkina Faso, et bien d'autres pays viennent s'imprégner de cette expérience de l'introduction de la planification familiale du postpartum au niveau donc en se servant du modèle du JIPAEGO pour que ça soit mieux valorisé. Ce que je pourrais ajouter également en termes d'engagement, c'est que dans ce nouveau processus de réengagement des pays à FP 2030, JIPAEGO fait partie des organisations de l'écosystème
qui soutiennent FP 2030, notamment à travers les organisations de jeunes dans les pays. JPAEGO a pris l'engagement, par exemple, d'accompagner dans 4 pays les organisations de jeunes, notamment au plan technique, assurer que les organisations de jeunes disposent des capacités nécessaires pour participer à tout le processus de réengagement des pays, notamment en participant aux différentes réunions, en comprenant tout ce qui est processus de plaidoyer, de réengagement. Ces pays sont entre autres le Togo, le Ghana, la Sierra Leone et puis la Côte d'Ivoire où nous sommes en train de travailler. Mais il faut dire que nous travaillons en synergie avec tout le système qui a été mis en place par FP 2030 dans les pays, notamment avec les points focaux FP 2030 dans les pays, les points focaux FP 2030 jeunes dans les pays, les organisations de la société civile et tout cela sous la coordination donc, de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou pour les pays francophones dans lesquels nous intervenons. Donc, cela est vraiment très important pour, en tant qu'organisation, de prendre des engagements parce qu'on n'est pas seulement là pour demander au gouvernement de prendre des engagements, mais aussi en tant qu'organisation, on peut aussi s'engager et tenir aussi compte de ces engagements et travailler aussi à respecter en termes de redevabilité la mise en œuvre donc, de ces engagements. Cela est très important. Et pour JPAEGO, pour ces pays, nous travaillons vraiment en synergie, assurer la participation effective de la société civile, notamment les jeunes, pour qu'on puisse prendre en compte leurs besoins spécifiques dans ces nouveaux réengagements des pays, parce qu'on sait que les jeunes sont les priorités en termes d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Cela devient très important. Donc, voici un peu comment JPAEGO prend ces engagements et nous travaillons vraiment à respecter nos engagements et aussi accompagner donc la mise en œuvre, la participation effective des jeunes dans le processus de réengagement au niveau des pays. Donc, voici un peu ce que je peux dire au niveau donc de JPAEGO. Merci Célestin. C'était vraiment très intéressant. Merci pour cette intervention. Alors oui, je pense que malheureusement, il est le temps de conclure ce panel de discussion. Alors, merci beaucoup aux points focaux et aux acteurs non gouvernementaux qui nous ont parlé aujourd'hui et ont partagé leurs approches et leçons apprises. Merci, c'était vraiment un panel très intéressant, très pertinent. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, oui, je pense que j'ai posé suffisamment de questions. Alors, il est le temps d'entendre vos questions, vous les participants. Alors, je vais passer la parole à Cathy qui va modérer notre séance de questions et réponses. Et nos panélistes vont rester avec nous pour répondre à les questions que vous pouvez en avoir pour eux. Alors oui, c'est à vous, Cathy. J'ai hâte d'entendre toutes vos questions, les participants. Merci beaucoup, Amelia. Je tiens à remercier tous nos intervenants et membres du panel pour leur participation aujourd'hui. Et alors, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, les tapez dans la boîte de questions-réponses et nous essayerons de répondre. Et n'oubliez pas que nous partagerons la présentation et l'enregistrement après le webinaire. Et je crois que je peux commencer avec une question pour ma collègue Guillaume. La question est, je crois, dans notre chat, mais quand notre engagement doit-il être élaboré et lancé? Y a-t-il une date limite? Merci, Katie. Alors, il n'y a pas de date limite. Les engagements envers FP 2030 seront acceptés à partir de fin janvier 2021 et se poursuivront de façon continue tout au long du partenariat jusqu'à 2030 en fonction des calendriers, des priorités des partenaires nationaux et non gouvernementaux. Pour refléter l'importance d'un processus dirigé et géré par les pays, les gouvernements partenaires sont invités à annoncer leur engagement pour FP 2030 au niveau même du pays. Et non pas lors d'un événement mondial comme un sommet, comme le sommet de Londres en 2012. Et en fonction des objectifs de leur engagement et des priorités organisationnelles, les partenaires non gouvernementaux sont vivement encouragés à explorer les opportunités d'annoncer les engagements de leurs institutions en tandem avec les partenaires nationaux. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. C'est important à noter. La prochaine question est pour Amelia, de notre collègue au Burkina Faso, Simplice. Comment le processus d'élaboration et d'adaptation des engagements a-t-il été conduit pour que le ministère des Finances ne soit pas informé des engagements pris au Mali?
et je crois qu'il a noté cette situation. Est-il lié au changement politique ou est-ce qu'un problème structurel? Ou bien c'est une question pour nos collègues au Mali? Oui, je suis d'accord. Peut-être si Dr. Ben est encore avec nous, ce serait génial si vous pouvez répondre à cette question. Oui, je suis avec vous. Je voulais mieux comprendre la question. C'est par rapport au ministère des Finances. Amélia, si tu as bien compris, tu reprends pour que je puisse répondre. Oui, je pense que c'était pour mieux comprendre votre implication de la ministère de la Finance dans votre processus d'engagement. Très bien. Donc, en réalité, c'est pour cela que le leadership du ministère de la Santé est très important dans le processus de réengagement. Parce que c'est le ministère de la Santé qui pourra vraiment mobiliser les autres secteurs. Et dès le départ, dans nos termes de référence, nous avons bel et bien impliqué le ministère des Finances et nous avons dit que le ministère des Finances doit être là dans tout le processus. Parce que les engagements que nous prenons, une bonne partie impliquent le ministère des Finances en termes de mise en œuvre. Donc, c'est pour cela qu'une invitation spéciale a été faite au ministère des Finances pour participer effectivement aux deux ateliers, l'atelier gouvernemental et l'atelier de mise en commun. Donc, c'est ça, c'est parce que c'est ce qui peut les amener à venir effectivement. Et en même temps, en plus de l'invitation, comme on connaît effectivement les personnes qui sont vraiment impliquées dans le processus, moi aussi, j'ai mis effectivement mon réseau en place pour pouvoir les appeler au téléphone et les envoyer des emails pour que effectivement leur présence soit effective. Merci beaucoup et j'espère que cette réponse répond à la question de Simplice. Et merci beaucoup, Dr. Ben. Merci, Dr. Ben. Et je vois une question de Brady dans notre boîte de chat. Il a une question pour notre collègue Célestin de JPIGO. Il a posé la question comment réellement JPIGO travaille directement avec les organisations dirigées par les jeunes pour contribuer à leur pleine participation effective dans le processus de réengagement, surtout en Côte d'Ivoire. Et il a demandé si vous avez travaillé avec le point focal FP 2030 de la Côte d'Ivoire, en particulier le point focal jeune. Donc, c'est une question pour Célestin. OK, merci beaucoup pour cette question. Je voudrais juste leur assurer que nous travaillons avec Viviane. Nous travaillons avec la coalition SRPF de la Côte d'Ivoire, qui est la coalition globale qui regroupe l'ensemble des organisations qui travaillent sur les questions de SRPF et notamment aussi avec le jeune ambassadeur. Nous travaillons avec Viviane. Nous avons développé ensemble des termes de référence de notre appui, de voir comment nous allons appuyer techniquement la participation des jeunes. Et au-delà de ça, il faut dire que... Oh. Il me semble que Célestin n'est pas là encore, mais je crois qu'il a répondu un peu sur la contribution des partenaires des organisations dirigées par les jeunes. Et s'il revient, nous pouvons laisser la parole à Célestin ou bien nous pouvons connecter Brady et Célestin pour les réunions. La prochaine question est pour Amélia. Quel est le processus pour recevoir des commentaires de FP 2030 sur notre brouillon d'engagement? Oui, bien sûr. Alors, le processus de feedback le plus important se déroulera dans votre pays avec une large consultation des parties prenantes. Mais vous pouvez également partager un brouillon d'engagement avec FP 2030 et nous consulterons les partenaires techniques et financiers et aussi nos collègues à FP 2030 au niveau régional et mondial pour vous fournir des commentaires sur votre engagement. Et on va le faire très rapidement dans 3 semaines, je crois, pour que vous ayez des commentaires et vous pouvez les intégrer dans vos prochains brouillons. Alors. Merci, Amélia.
Je ne regarde aucune de questions dans le boîte chat ou le boîte de questions-réponses. Oh, je vois que Célestin vient de nous Ouais, rejoindre. l'Internet qui m'a fait un tour. Oui, donc Oui. si vous aimeriez continuer votre réponse et après Oui. ça, je crois que nous allons passer à la clôture. Très bien, merci. Je vais assez rapidement. Je voulais juste rassurer que nous travaillons avec la coalition SRPF de la Côte d'Ivoire et avec les organisations de jeunes et le point focal de jeunes RP 2030, notamment Viviane. Nous travaillons ensemble. Nous avons défini des termes de référence ensemble de notre collaboration et de comment JPAEGO va appuyer donc la participation des jeunes. Et nous sommes en train de travailler à la validation de ces termes de référence. Et il faut dire aussi que nous sommes au début du processus et nous sommes en train d'avancer ensemble. Et bientôt, nous allons avoir des ateliers de renforcement des capacités ensemble et de validation de la stratégie commune entre les organisations de jeunes et JPAEGO pour mieux orienter en fait l'appui technique de JPAEGO dans ce processus. Ça, c'est ce que je pouvais ajouter. Et bientôt, nous avons une réunion commune avec eux pour pouvoir tout valider et commencer le processus de mise en œuvre de ce renforcement des capacités. Mais avant ça, il faut dire que nous avons travaillé avec Pathfinder ensemble pour non seulement le renforcement des capacités des organisations de jeunes et assurer la participation effective des jeunes au processus d'élaboration du plan national PF de la Côte d'Ivoire. Et ce processus est en cours et un atelier est prévu bientôt pour le lancement du démarrage de l'élaboration du nouveau plan PF de la Côte d'Ivoire pour assurer que les jeunes participent autour de la table et que les besoins soient pris en compte en matière de SRPF. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Célestin. Et d'accord, je crois que je dois passer la parole, mais merci à tous et à toutes pour vos questions très intéressantes et n'hésitez pas à me contacter ou bien contacter ma collègue Amelia si vous avez des questions. Et ensuite, je cède la parole à ma collègue Amelia pour clôturer notre session aujourd'hui. Merci Cathy. Alors oui, je vais maintenant conclure cette session en remerciant tous ceux qui ont pris le temps de participer aujourd'hui. Je voudrais remercier très chaleureusement nos formidables partenaires avec l'UCPO qui travaillent sans relâche pour soutenir les pays du PO dans leur processus d'engagement. Et je remercie surtout Marie de nous avoir rejoints aujourd'hui et de nous avoir fait part de ces réflexions très pertinentes. C'était très intéressant d'entendre en particulier l'importance de l'alignement avec d'autres stratégies et priorités qui est un aspect essentiel de ces engagements de FP 2030. Je souhaite également remercier nos panélistes. C'était un grand honneur d'avoir vos interventions aujourd'hui et merci d'avoir apporté ces exemples concrets à cette conversation. Je pense qu'il sera très important de poursuivre ce type d'échange au cours de cette année de plein de rengagements. Alors, comme Cathy a indiqué, les orientations de la boîte à outils sont disponibles en français actuellement et nous enverrons un email de suivi avec ces diapos d'aujourd'hui et aussi les liens vers les orientations dans la boîte à outils pertinente. J'aimerais particulièrement souligner les orientations pour les engagements relatifs aux adolescents et les jeunes qui sont récemment devenus disponibles en français. Et je voudrais dire qu'une session de suivi de ce webinaire sera organisée le 6 mai pour discuter en plus de détails ces orientations des adolescents et des jeunes. Et vous recevrez très bientôt une invitation à cette session. Il y aura également des sessions de suivi sur la redevabilité dans les engagements de FP 2030 et plusieurs d'autres sujets. Et vous recevrez un questionnaire à la suite de ce webinaire dans lequel vous pourrez indiquer d'autres sujets d'intérêt sur lesquels nous pourrons nous concentrer dans les mois à venir. Et finalement, il y a une session de suivi ciblée vers ceux qui sont intéressés à prendre un engagement non gouvernemental et ce sera le 1er juin. Et un autre point pour ceux qui ont posé, j'ai vu beaucoup de questions dans le boîte chat, alors pour ceux qui ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, nous assurons le suivi par email, bien sûr. Et je voudrais aussi dire pour tous nos collègues musulmans, je présente au nom du secrétariat nos meilleurs vœux pour un Ramadan très béni.
Alors, encore une fois, merci à tout le monde et j'ai vraiment hâte de continuer ces conversations avec vous. Alors, j'invite maintenant tous les panélistes et mes collègues du secrétariat de FP2030 à allumer leur vidéo et leur audio pour dire au revoir à tous les participants et merci. Alors, merci. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, au plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Une excellente journée. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir et à très bientôt. Bonne journée. Merci. À très bientôt.